Il est toujours possible de trouver sur le Darknet quelque chose qui vous glace le sang, mais il est rare de trouver des documents qui vous donnent envie de ne parler à personne pendant des jours. Il y a 2025 ans, je suis tombé par hasard sur de volumineuses archives portant un titre étrange et prétendant contenir des documents secrets, numérisés provenant de certaines bases militaires et de sites interdits. J'avais déjà vu des fuites provenant de la zone 51, mais il s'agissait le plus souvent de contrefaçons bon marché. Cette fois-ci, cependant, le contenu ne ressemblait pas à une fiction enfantine. Dès le premier document, il y avait un véritable malaise, comme si derrière chaque passage du texte se cachait une terrible vérité qui ne pouvait être raisonnablement réfutée. Lorsque j'ai ouvert le fichier intitulé « Protocole d'entretien », personne trouvée dans un bunker allemand, année 1927, j'ai immédiatement ressenti le besoin de lire jusqu'à la fin, ne serait-ce que pour m'assurer qu'il s'agissait bien d'une provocation élaborée par quelqu'un. Il y avait beaucoup de fragments de texte, de protocoles, de pages déchirées qui décrivaient le processus d'interrogatoire d'une certaine personne trouvée dans un bunker allemand, abandonné peu après la fin de la guerre. Pas de nom, seulement la spécification que l'homme découvert était sévèrement émacié, souffrait d'hallucinations et parlait d'Hitler comme s'il avait survécu à la date officielle de sa mort. Tous ces documents étaient là désignés par des initiales obscures, peut-être celles d'un officier ou d'un médecin américain. Mais le plus choquant se trouve à la fin de ce dossier, un fragment de manuscrit attribué au malade lui-même, où il décrit une expédition dans une certaine base secrète, New Schwabenland. C'est là, disait-il, que le vrai Führer continuait à diriger les restes de son régime après la fin officielle de la guerre. L'homme a juré que Hitler est mort de sa propre mort bien plus tard, et que toute l'histoire de son prétendu suicide était un canular bien pensé. En me plongeant dans ces textes, j'ai été frappé par le caractère convaincant des détails exposés. Pas de phrases pompeuses ou d'artifices théâtraux, pas d'allusions flagrantes à des phénomènes surnaturels. Au contraire, tout avait l'air sec, parfois même scientifique, comme s'il s'agissait de rapports d'archives. Mais l'écriture de l'interrogatoire se transformait parfois en notes nerveuses et en remarques lapidaires. C'était comme si les procès-verbaux étaient l'un rédigés par une personne ou une autre, quelqu'un des enquêteurs militaires, puis soudain un infirmier, puis une personne inconnue, utilisant des codes unifiés au lieu des positions habituelles. Au fil des pages, le sentiment d'inquiétude n'a fait que croître. Je ne pouvais m'en détacher car un véritable cauchemar se déroulait sous mes yeux. L'histoire déconcertante de la façon dont, après l'annonce officielle de la mort de Hitler et la chute de l'Allemagne, d'étranges traces sont restées dans l'ombre de la guerre mondiale. Tunnels, sous-marins, bunkers abandonnés, tout cela montrant que quelqu'un s'accrochait encore désespérément au pouvoir. Ces documents secrets affirment qu'à certains endroits, un nouveau Schwabenland souterrain est en train de prospérer sous la direction personnelle d'un homme que beaucoup croyaient mort depuis longtemps. Mais qu'en est-il exactement de ce malheureux homme retrouvé dans le bunker? Pourquoi ressemblait-il, d'après les descriptions, à une momie ambulante? Et comment avait-il pu survivre à tout ce qui s'était passé? Les fragments décrivaient quelque chose de tellement hors du commun que cela faisait froid dans le dos. Ils mentionnaient des rituels mystérieux liés aux friches enneigées de l'Antarctique, des expériences qui, à en croire les journaux, n'avaient même pas d'explication raisonnable. Et le malade lui-même disait que toutes ces années, il s'était caché dans les décombres du Troisième Reich, endurant tortures, maladies et visions cauchemardesques, juste pour se maintenir en vie, jusqu'à ce qu'il soit découvert par des soldats inconnus. J'ai fermé les yeux et je l'ai imaginé allongé sur le sol froid du bunker, éclairé par une lanterne vacillante, des éclairs d'ombre se reflétant sur les dalles de béton gelées des murs.
J'entendais dans mon imagination les soldats en uniforme se pencher sur lui, essayant de comprendre qui était cet homme pâle, semblable à un fantôme. Puis, remuant difficilement ses lèvres desséchées, il murmure « Hitler n'est pas mort à ce moment-là. Hitler n'est pas mort à ce moment-là. Il a vécu, il a dirigé. » et montre du doigt un couloir vide. Les soldats se regardent et n'en croient pas leurs oreilles. Pourtant, ils ont reçu l'ordre d'interroger. Ainsi commence cette terrible histoire, née du désespoir, de la folie et de quelques secrets profonds qui dépassent le sens commun. J'ai décidé de raconter d'abord les détails de l'interrogatoire tels qu'ils apparaissent dans les archives, puis de revenir au manuscrit du prisonnier pour montrer comment tout s'est entremêlé dans un enchevêtrement effrayant. Les archives officielles indiquent que les militaires, ayant reçu un signal indiquant l'existence d'un bunker inexploré, s'y sont rendus au milieu de l'année 1927. Le bunker était situé dans une région reculée de l'Allemagne, à un endroit qui n'était pas officiellement indiqué sur les cartes, soit qu'il ait été caché à dessein, soit que personne n'en ait eu connaissance, à l'exception d'un cercle étroit d'anciens nazis. À leur arrivée, les soldats n'ont trouvé que des affiches avec des croix gammées, effacées, quelques caisses remplies de papiers pourris et des murs gribouillés, comme si quelqu'un, pris de frénésie, avait gratté ces dalles de béton avec ses ongles, en essayant de graver quelque chose ou de laisser un message. Ils étaient bons et prêts à partir, pensant que le bunker avait été abandonné pour de bon. Mais soudain, ils entendirent un faible gémissement provenant des profondeurs du couloir. Là, tout au bout, se trouvait une petite pièce, ou plutôt une chambre latérale, sans aucune source de lumière. En entrant, ils virent un homme allongé sur le sol, vêtu d'une tunique militaire sale, déchirée et sans un signe. Il était aussi maigre qu'un squelette, son visage était émacié, sa barbe dépassait en mèches désordonnées. Il semblait avoir passé des mois dans un état de demi-éveil. Tous pensaient qu'il était mort, mais soudain, il se leva, les regarda et, haletant, prononça quelques phrases. Les soldats ne comprennent d'abord pas ce qu'il dit, mais l'un des officiers reconnaît les mots « expédition »,« base » et « Hitler ». Ils sont abasourdis. La guerre c'est fini. Le Führer est officiellement mort. Et voilà qu'un fanatique agonisant radote sur la poursuite de la lutte. Il est emmené à la base militaire la plus proche pour y être interrogé. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent pour le maintenir en vie. Pendant plusieurs jours, il est resté dans un état grave, se débattant dans le délire et prononçant des phrases décousues. Les médecins les consignaient dans des notes, car les lieux et les noms, s'il s'agissait de noms, qu'ils entendaient pouvaient avoir une certaine signification. Cependant, seules des bribes ont pu être retenues de son discours incohérent. L'Antarctique, le froid, ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Puis, il ne s'est pas tué, ce n'est pas vrai, il nous guidait. Ces cris font froid dans le dos des médecins. Ils avaient de l'impression de toucher à quelque chose d'interdit. Lorsque le prisonnier commença à se sentir mieux, les militaires commencèrent à poser des questions. Qui était-il? Comment s'était-il retrouvé dans le bunker? Pourquoi disait-il des choses aussi étranges sur le Führer et le Neuschwabenland? C'est là que commence le plus terrible. Malgré sa faiblesse, cet homme parle comme s'il avait gardé toute sa raison, alors que les détails qu'il a entendus ne correspondent à aucune grille. Il se disait membre d'une expédition spéciale qui avait commencé à la fin de l'année 1924. Un groupe de personnes triées sur le volet a été chargé de se rendre dans une installation secrète située sous la glace de l'Antarctique. Ceux qui avaient entendu parler des recherches allemandes en Nouvelle-Souabe avaient peut-être réalisé que 30 ans après le début de la guerre,
Les Allemands avaient tenté de prendre pied dans les régions méridionales, en y construisant des stations, mais qu'il n'y avait jamais eu de confirmation claire que ces stations fonctionnaient comme une base militaire. Notre inconnu, en revanche, affirmait qu'il ne s'agissait pas seulement d'une fortification, mais de toute une colonie cachée, dont le but était de renouveler les forces du Reich et de faire avancer le grand dessein. Aux lolies questions des interrogateurs sur le Führer, le prisonnier répond calmement. Il y dirigeait tout personnellement. Il n'est pas mort à Berlin. Un double a brûlé là-bas. Et le vrai Hitler a continué à superviser les travaux jusqu'à ce qu'il meure de maladie. Pas de couteau de feu, pas d'auto-immolation, juste la vieillesse et l'infirmité. Les enquêteurs n'en croient pas leurs oreilles. Après tout, les Soviétiques et le reste des Alliés avaient affirmé avec assurance que les restes du Führer avaient été retrouvés dans les ruines de Berlin, même s'il y a eu des contestations à ce sujet par la suite. L'histoire selon laquelle tout avait été truqué refait surface de temps à autre dans les cercles conspirationnistes. Mais ici, le prisonnier a assuré qu'il avait lui-même été présent. Il n'avait pas l'air d'un propagandiste endurci. Il parlait d'une voix éteinte, pleine d'horreur, comme s'il n'arrivait pas à croire à ce dans quoi il s'était embarqué. À la question « Comment le savez-vous ?», il répondit qu'il avait été l'officier chargé de la logistique sur le site et qu'il avait vu de ses propres yeux comment Hitler et une poignée de fonctionnaires loyaux avaient fui Berlin à l'avance, puis s'étaient déplacés d'abord vers l'une des bases secrètes de Eski, selon ses propres termes, puis, avec l'aide de sous-marins, vers les rivages gelés. Selon lui, il y avait là une véritable colonie dont la taille n'était pas inférieure à celle d'une modeste ville souterraine, où se poursuivaient des expériences effrayantes sur les prisonniers et où, ce qui est encore plus étrange, se déroulait une sorte de recherche au-delà de la réalité. Lorsque les interrogateurs ont tenté de préciser ce qu'il entendait exactement par « au-delà de la réalité », l'homme n'a pas trouvé les mots. Il a seulement répété « il s'agissait de rituels, de nouvelles technologies, de l'étude de quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué. On disait que ceux qui effectuaient ce travail n'avaient aucun sentiment humain, qu'ils étaient prêts à toutes les cruautés pour la découverte d'un quelconque mystère. » Puis sa voix s'est éteinte et il a commencé à divaguer. Les protocoles montrent qu'à ces mots, le prisonnier est souvent ramené à la raison, on lui donne de l'eau et on lui injecte des sédatifs. Il était évident que tout ce qu'il racontait n'était pas de la fiction, mais le résultat d'un traumatisme personnel. Un jour, il a déclaré que « tout le monde n'a pas survécu en Antarctique, mais certains sont allés plus loin sous terre. La glace a caché l'entrée, et personne d'autre n'est sorti. » Cependant, il a précisé plus tard qu'il avait réussi à retourner en Allemagne vers la fin de la guerre pour organiser l'acheminement de certaines ressources. Lors de la chute de Berlin, il avait réussi à se cacher dans un bunker abandonné. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'était pas retourné auprès de ses collègues de la Nouvelle Souabe, le prisonnier a répondu qu'il savait que Hitler était sur le point de mourir et qu'il se rendait compte que les forces restantes du Reich étaient condamnées. Tous ces plans visant à créer un empire souterrain s'effondraient en raison du manque d'approvisionnement, des maladies et de la peur constante d'être repéré. Déjà à ce moment-là, il commençait à douter du bien fondé de tout cela. Hitler n'était pas immortel, comme beaucoup le croyaient à l'époque. Il était tourmenté, il délirait, il voyait les fantômes de sa conscience, murmure-t-il. Et, de son propre aveu, le Führer était mort en l'an 1929, soit 1 an après l'annonce officielle de son suicide. Seuls ses plus proches collaborateurs étaient censés le savoir. Les autres croyaient qu'il était toujours en vie et qu'il arpentait les couloirs du complexe souterrain, inspirant la peur et une foi maniaque dans la renaissance d'une grande cause. Mais tout reste derrière ces glaces,
soupire amèrement le prisonnier. J'ai failli devenir fou moi-même quand j'ai compris que nous ne nous battions plus pour une idée, mais pour une distorsion de la réalité. Bien sûr, les interrogateurs se sont tournés les pouces et ont supposé qu'il souffrait de graves hallucinations ou qu'il avait été traité mentalement en captivité. Mais d'un autre côté, il y avait trop de détails inhabituels dans son histoire. Il indique avec précision les dates des déplacements des sous-marins, nomme les coordonnées qui, d'après certaines cartes marines, coïncident réellement avec les régions peu explorées de l'Antarctique. Surtout, les militaires sont effrayés par le fait que cet homme ne réclame pas de traitement de faveur, n'essaie pas d'appeler à la poursuite de la guerre ou à la renaissance du Reich. Il parlait toujours calmement et avec tristesse, comme s'il savait qu'il ne lui restait rien d'autre à faire que de partager l'horrible vérité et de mourir. L'aspect le plus inquiétant de ces transcriptions est la description de bribes de souvenirs du prisonnier concernant les forces mystérieuses que de nombreux nazis semblaient invoquer dans leur laboratoire souterrain. Selon lui, le New Schwabenland n'était pas seulement une base cachée, abritant des technologies de militaires, mais aussi un centre où l'on trouvait des portes vers d'autres mondes. Les dirigeants nazis pensaient de pouvoir rallier à leur cause de puissantes entités d'un autre monde en ouvrant des portails quelque part sous la glace, dans les profondeurs de la Terre. Hitler, apparemment matérialiste, s'intéressait aux sciences occultes, mais ce qui s'est passé là-bas n'a rien à voir avec la bénédiction de certains dieux. C'était une malédiction que nous fuyions dans les couloirs froids, comme des rats fuyant une horreur impensable. La nuit, selon les archives, le captif criait fort dans son sommeil, hurlant des mots sur des créatures provenant des fissures de la glace, sur des prenais fantômes blancs qu'ils auraient de rencontrer lors de la construction des tunnels. Personne ne comprenait ce que cela pouvait signifier. Des expériences menées au sommet des chaînes de montagnes de l'Antarctique ou des projections de son imagination malade. Les médecins ont tenu un journal. La victime fait constamment des cauchemars. Elle parle de silhouettes informes qui errent dans l'obscurité des grottes de l'Antarctique. Il prétend que ce sont eux qui lui ont pris son âme. Mais voilà que dans les archives est cité ce même texte manuscrit, attribué non plus au sténographe de l'interrogatoire, mais au prisonnier lui-même. Il semble qu'on lui ait donné à un moment donné des feuilles et un crayon pour écrire tout ce dont il se souvenait pendant que son esprit était encore capable de le formuler. En lisant ce texte, j'ai eu l'impression que l'homme décrivait des hallucinations délirantes, mais d'un autre côté, les détails semblaient donc si réels qu'il était effrayant de poursuivre la lecture. Il commence par décrire le voyage de l'Allemagne à l'Antarctique. Nous avons embarqué dans un sous-marin sur la côte sud à la fin de l'année 1924. Nous avons navigué pendant un long moment dans un silence lugubre, car personne n'était autorisé à parler de la destination. Puis, nous avons été accueillis par des hommes en uniforme sombre, sans un signe. Ils nous ont conduits sur des chemins glacés, où le vent violent pouvait couper la peau jusqu'au sang. Nos visages étaient enveloppés dans des masques pour ne pas geler nos voies respiratoires. Puis la porte s'est ouverte, une porte massive en acier menant à un complexe souterrain. Et là, nous avons vu quelque chose qui défie la logique. Des couloirs aux parois métalliques s'étendaient en largeur, tous éclairés par des ampoules froides. Il régnait partout une atmosphère de secret et de peur. Nous n'avons pas été particulièrement bien accueillis, mais nous avons été immédiatement conduits au chef de la sécurité, et nous avons compris qu'ici, il n'y avait pas de pitié, pas de doute, pas d'humanité. Il poursuit en écrivant qu'ils ont été forcés de travailler au déchargement de caisses métalliques qui, selon les officiers, contenaient du matériel d'expérimentation. Mais parfois, ils ont vu ces caisses être ouvertes la nuit et quelqu'un en sortir des fragments étranges qui ressemblaient à des os ou à des fragments de quelque chose de vivant. Le prisonnier a admis que,
Bien qu'il soit officier, il n'avait pas un accès complet aux informations, mais seulement une habilitation de sécurité pour le département logistique. Cependant, il lui arrivait d'observer par la porte entr'ouverte des hommes vêtus de blouses blanches, semblables à celles des hôpitaux, qui menaient des expériences sur les prisonniers. « Il riait en regardant les prisonniers crier », écrit-il. « J'avais honte, j'avais peur d'imaginer ce qui m'arriverait si je protestais. » Il décrit ensuite l'arrivée d'Hitler. Un jour, on nous a annoncé que le Führer en personne était venu inspecter le site. Je l'ai vu marcher dans le couloir, accompagné de hauts fonctionnaires. Il avait l'air plus âgé que sur les photos officielles, mais manifestement vivant. Ses yeux brûlaient donc d'un feu fanatique. Lorsqu'il parlait, sa voix était forte et dure. Il boitait, s'appuyant sur sa canne, mais la fierté et la rage se lisaient sur son visage. C'était vraiment un spectacle inquiétant. Il marchait comme s'il n'admettait pas la défaite, comme s'il menait encore une guerre contre le monde entier. Nous n'avions même pas été prévenus à l'avance, de peur que certains d'entre nous ne soient pas capables de supporter de telles informations. Mais je l'ai vu. Et maintenant, celui qui dit que le Führer s'est suicidé se trompe. La chose la plus terrible, écrit le prisonnier, s'est produite lorsque certains mystiques ont été amenés au complexe, chargés d'organiser la communication avec les forces de l'autre monde. C'est ainsi que les ordres l'appelaient. Le prisonnier n'a pas tout compris, mais il les a vus organiser des rituels dans l'une des salles annexes. Par la porte entr'ouverte, il voit ces hommes dessiner des symboles sur le sol, allumer des bougies noires et placer au centre ce qui ressemble à des corps vivants de prisonniers. « Je ne décrirai pas les détails, » écrit-il, « mais j'ai entendu leurs cris, comme si on mettait le feu à leur âme. Puis j'ai entendu des sons qui ne pouvaient appartenir à des voix humaines. Les gardiens ont dit que nous invoquions une puissance ancienne qui nous aiderait contre nos ennemis et nous rendrait invulnérables. Le prisonnier ajoute avec horreur que les couloirs étaient parfois remplis d'une odeur insupportable de mort et de soufre. Certaines nuits, les lumières du complexe vacillaient et des hurlements inhumains résonnaient à travers les cloisons métalliques. Certains membres du personnel commençaient à devenir fous, écrit-il. Un jour, je suis entré dans le réfectoire et j'ai vu 2 travailleurs convulsés, la respiration sifflant de leur gorge comme s'ils avaient été infiltrés par des esprits extraterrestres. Les officiers les ont fait sortir et les ont enfermés en quarantaine. Je ne sais pas ce qu'il est advenu d'eux, mais par la suite, j'ai entendu des gémissements provenant d'une cellule, située au fond du couloir. Les médecins locaux ont affirmé qu'il s'agissait simplement d'une épidémie d'un virus inconnu. Mais j'ai personnellement vu des marques noires sur leur peau comme un motif brûlé de l'intérieur. Les mois passent. Le prisonnier affirme qu'Hitler, réalisant l'effondrement de l'Europe, s'enfonce de plus en plus dans ses pratiques obscures. Des rumeurs circulent selon lesquelles il chercherait désespérément un moyen d'inverser le cours des événements, de ranimer une armée de morts ou, comme d'autres le disent, d'ouvrir une brèche vers un autre monde où notre Reich pourrait renaître. Il apparaît rapidement que le Führer lui-même est malade. Il crache du sang et ne peut le rester longtemps debout. Il finit par s'aliter, bien qu'officiellement, des rumeurs circulent dans le complexe selon lesquelles il est toujours en bonne santé et actif. Mais un prisonnier m'a assuré qu'il avait vécu ses derniers jours. Il était allongé dans une petite cabine, entouré de médecins et d'officiers qui étaient pointés de garde 24 heures sur 24. Ses yeux étaient remplis de peur. Il voyait peut-être des fantômes de ceux qui l'avaient ruiné. Il délirait, appelant des créatures démoniaques qui venaient, soi-disant, la nuit. Ses mains s'agrippaient frénétiquement au drap. Ses lèvres murmuraient quelque chose à propos d'un empire éternel. Mais sa vie l'a quitté sans qu'un coup de feu ne soit tiré.
et personne n'a pu l'empêcher. À la mort d'Hitler, selon le prisonnier, c'était au milieu du 1929, c'est la panique dans l'enceinte. De nombreux officiers sont désespérés, leurs plans s'effondrent et l'aide de supposés alliés d'un autre monde n'est pas arrivée, voire pas du tout. Les gens se sont dispersés, certains ont tenté de revenir en sous-marin, d'autres ont été traduits en cour martiale à l'intérieur de l'enceinte, car les commandants survivants tenaient à garder le secret. Le prisonnier a profité de l'occasion pour s'échapper. Il a incité quelques collègues, à moitié fous, à faire de même, et ils ont réussi de justesse à s'échapper vers la surface glacée. Mais tous n'ont pas survécu et n'ont pas atteint la civilisation. Les autres moururent de froid, certains disparurent dans les glaciers, et d'autres encore, selon la rumeur, revinrent, incapables de résister au blizzard et à l'horreur qu'ils avaient dans les yeux. Le prisonnier poursuivit son voyage seul, s'appuyant sur des cartes à moitié oubliées. Il atteignit le rivage, où il trouva un petit entrepôt de provisions et un vieux canot dans l'un des mouillages abandonnés. Ne me demandez pas comment j'ai réussi à naviguer à travers cette glace, ajoute-t-il dans le manuscrit. Je pense que je suis mort il y a longtemps, et que ce qui continuait à avancer n'était que l'ombre de ma conscience. Quoi qu'il en soit, il raconte qu'après une longue période, il a réussi à retourner en Allemagne avec de faux documents, en évitant les patrouilles, et s'est caché dans un bunker survivant, d'où il a été extrait par les Alliés. Aujourd'hui, à l'hôpital, il se rend compte qu'il n'a plus la force de garder le secret, que tout ce à quoi il avait consacré sa vie n'avait été qu'un désastre, une grandeur imaginaire qui l'avait conduit à l'effondrement. Mais le pire, répétait-il, c'est que la version officielle du suicide et de l'incinération du corps n'était qu'un écran de fumée destiné à faire en sorte que le monde ne devine jamais le véritable itinéraire de fuite du Führer et ne trouve jamais le nouveau Schwabenland. Que les gens ne sachent pas, se lamente-t-il à la fin du manuscrit, car si quelqu'un trouve ces tunnels, si quelqu'un remet en marche ce maudit équipement, le cauchemar risque de revenir. Hitler n'est plus en vie, mais ce qui reste ne dépend pas de son souffle. Les ténèbres qui se sont réveillées dans les entrailles de la terre peuvent un jour en sortir. C'est la fin de sa confession écrite. Selon le protocole, les militaires ont essayé pendant un certain temps de lui soutirer les coordonnées de la base, mais il a refusé de les répéter devant des personnes extérieures. À la fin, il a crié qu'il ne laisserait plus jamais personne aller là-bas, qu'il préférait mourir plutôt que de contribuer à un nouveau cycle de cette folie. Puis son état s'est considérablement détérioré et un rapport médical a indiqué qu'il était mort d'une crise cardiaque. Ou, comme certains le soupçonnent, il a été aidé dans l'autre monde pour qu'il n'en dise pas trop. Quoi qu'il en soit, la question de la nouvelle Swab, des survivants de Hitler et des expériences obscures était close, du moins officiellement. Tous les documents se sont avérés classifiés et la version existante de la vérité proclamait hallucination morbide d'un nazi mourant. Cependant, les archives que j'ai vues sur le Darknet contenaient de curieux appendices à l'histoire. Il y avait des photographies d'origine inconnue, en noir et blanc, fortement détériorées par le temps, montrant des silhouettes de bâtiments ou de forteresses au milieu de la glace. L'un des bâtiments photographiés avait un dôme massif, flanqué de symboles étranges. On ne savait pas s'ils étaient peints sur le mur ou creusés. Le texte d'accompagnement indique que les photos auraient été prises après la guerre par des explorateurs américains qui auraient atteint la zone supposée du New Schwabenland. Mais tout y était déjà abandonné et partiellement effondré. Les portes des tunnels étaient recouvertes de débris glacés. Au bas de la photo figure une légende datée de 2600 ans. Si ces photos sont authentiques, cela signifie que les Américains
connaissaient de l'existence de cet endroit et qu'ils ont probablement tout caché au grand public. Les archives contiennent également un curieux document intitulé Hidden Footprint, Activity Research Program in Antarctica, qui fait référence à des incidents impliquant de mystérieuses explosions d'énergie sous la glace. Les procès-verbaux des rapports contiennent des termes techniques sur les anomalies géothermiques, sur les signaux parasites détectés par les radars des stations scientifiques. Certaines parties du document avaient été délibérément biffées, mais les lignes restantes contenaient des phrases à une structure souterraine possible, bruits inexpliqués, peut-être d'origine mécanique, pas d'explication pour ces bruits. En lisant tout cela, je n'ai pas pu me débarrasser de l'idée que l'histoire effrayante du survivant d'Hitler n'était peut-être que la partie émergée de l'iceberg. Les allusions aux forces obscures qui auraient été expérimentées dans les labyrinthes de l'Antarctique et la possibilité que ces forces n'aient pas disparu avec l'homme qui a incarné le pire mal du siècle dernier m'ont beaucoup plus effrayé. Et si une partie de ce phénomène de distorsion de la réalité couvait encore sous la glace, se pourrait-il qu'un aventurier curieux ou un scientifique fou trouve ces couloirs, allume les vieux générateurs, trouve les journaux de rituels oubliés et répète les erreurs de ceux qui ont essayé de contacter l'inconnu? Les documents du Darknet se coupent à la mention « Fin de l'archive »,« Fuite », fermée à la publication. Le cœur lourd et les tempes battantes, j'ai cliqué sur ma souris, refermant les dernières pages. J'avais l'impression d'être entré en contact avec quelque chose d'obscène, d'horrible et de séduisant à la fois. La crédibilité de ce matériel n'était pas évidente, mais il ne ressemblait qu'en guère à un faux mystique typique. Trop de spécificité, trop de descriptions détaillées, trop d'angoisse authentique lue entre les lignes. Et si tout cela était vrai, il s'avère que l'histoire du monde que nous connaissons a un revers plus terrifiant que n'importe quelle fiction. Je n'ai pas pu dormir longtemps cette nuit-là. Je voyais des images de bunkers gelés, éclairés par de faibles lampes, des portes en fer couvertes de glace. J'entendais des cris étouffés provenant des profondeurs des cachots, et le regard traqué du prisonnier qui aurait pu n'être qu'un simple instrument des plans de quelqu'un d'autre. Mais le plus fou, c'est que toute l'histoire officielle des grands mythes de l'après-guerre pourrait s'avérer n'être qu'une dissimulation. Il se pourrait que notre monde cache des secrets plus sombres que ceux sur lesquels nous sommes capables de fermer les yeux. Après tout, si l'on en croit ces documents, le Führer lui-même n'a pas mis fin à ses jours en se suicidant, mais a quitté l'Europe avant l'assaut final. Sa véritable mort s'est déroulée discrètement, quelque part parmi les glaces, dans une horrible chambre à demi obscure, entouré de fous qui tentèrent d'invoquer des forces d'un autre monde pour vaincre leurs ennemis. Mais le cauchemar est-il mort avec lui, ou s'est-il tapi au plus profond des cavernes de l'Antarctique, dans des laboratoires oubliés, où les panneaux métalliques peuvent encore refléter le grincement des machines et faire écho aux cris de ceux qui ne sont jamais revenus? J'ai essayé de comprendre pourquoi ces documents avaient fait surface sur le Darknet en l'an 2025 et pourquoi ils étaient attribués aux archives de la zone 51. Et j'ai passé des semaines à essayer en vain de les confirmer ou de les infirmer. Certains disaient qu'il s'agissait simplement d'une nouvelle série de d'autres désinformations lancées pour confondre les espions. D'autres assuraient que la zone 51 ne conservait pas d'archives nazies, mais se concentrait sur les contacts avec des intelligences extraterrestres. Quoi qu'il en soit, cette histoire suscite un profond malaise. Peut-être existe-t-il réellement des unités secrètes qui étaient au courant de l'évasion d'Hitler, mais qui ont décidé de garder le secret pour préserver la paix publique. Ou, au contraire, tout cela n'est donc qu'une histoire semi-anecdotique, inventée dans l'esprit enflammé de quelques fous.
mais je me suis souvenu du sentiment d'horreur qui transperçait les phrases officielles des médecins militaires. Celui qui gisait dans le bunker était sincèrement convaincu qu'il avait raison. Ses yeux, écrivait-il, brûlaient de peur et non de fanatisme. Il ne propageait pas les idées d'antan, mais semblait au contraire complètement déprimé, comme s'il avait vu quelque chose qui brisait l'esprit. C'était comme s'il avait été confronté à son propre enfer, a déclaré un rapport médical. Et cet homme n'a pas demandé d'aide, n'a pas essayé de se sauver. Il a seulement supplié qu'on ne lui révèle pas le chemin qui mène à l'endroit où se cache l'état d'un orsay des ténèbres. Dans un résumé publié bien des années plus tard, un historien inconnu a écrit que des preuves circonstancielles avaient donc été découvertes selon lesquelles les Américains menaient en effet une sorte de programme conjoint avec les Britanniques, sous le nom de code Opération Sturge. L'idée était de vérifier les rumeurs concernant l'existence de refuges allemands dans les régions polaires. Plusieurs sous-marins ont mystérieusement disparu, et plusieurs expéditions se sont soldées par un échec. Ou pas du tout. Il était question d'un groupe d'éclaireurs disparus, qui, selon la version officielle, se serait écrasé et aurait péri. Mais la vraie raison est peut-être différente. S'ils avaient effectivement trouvé ces couloirs souterrains et rencontré les fantômes blancs dont le prisonnier avait parlé, ils ne seraient bien peut-être pas revenus, non pas de leur plein gré, mais parce que ces couloirs ne laissent pas partir les vivants. Il y a trop de coïncidences, de mystères, de mythes superposés. La technologie nazie, les donjons de l'Antarctique, les rituels occultes, les cris déchirants provenant de derrière les murs, et l'image d'un dictateur vieillissant mourant dans une captivité glacée se fondent tous dans un vaste abîme. Je ne sais pas s'il y a une vérité ultime dans cette histoire. Peut-être ne la connaîtrons-nous jamais, mais les 6 textes postés sur le Darknet ressemblent à un avertissement. Ne vous approchez pas du mal qui sommeille, né dans la folie de la guerre. Après tout, s'il couve encore, il y aura toujours un groupe de fanatiques prêts à ressusciter des plans brûlés par le temps. Et l'histoire a tendance à se répéter, même s'il semble que toutes les leçons aient été tirées depuis longtemps. Finalement, je me suis assis devant l'écran, regardant les scans de protocoles jaunis et pensant au nombre de secrets de ce genre encore cachés derrière les sceaux des archives militaires. Je sentais l'humidité, comme si je me trouvais dans les couloirs en béton de ce même bunker. J'entendais des pas lourds dans mes oreilles, comme ceux des soldats qui avaient un jour retrouvé un prisonnier torturé. Des pas dans le silence, éclairés seulement par le faible faisceau d'une lanterne. Et ces pas se rapprochaient, Fanny, comme si quelqu'un me suivait dans l'obscurité. La dernière pensée qui m'a tenu éveillé a été la phrase du prisonnier. « Hitler est peut-être mort, mais l'obscurité ne dépend pas de son souffle. » Combien de personnes ont déjà été ruinées par ce complexe, et des traces de rituels sinistres subsistent-elles encore dans ces froides profondeurs, attendant d'être poursuivies. Lorsque je me suis aperçu que mes mains tremblaient, j'ai réalisé que je ferais mieux de fermer ces dossiers et d'essayer d'oublier. Mais en serais-je capable? Cette histoire, même si elle est fausse, laisse des traces terribles dont on ne peut se débarrasser. Je suis donc resté seul avec mes cauchemars. À chaque pas, je me souvenais du visage du prisonnier figurant sur l'une des photos des archives. Maigre, hagard, les yeux vides, comme s'il avait déjà vu sa propre mort, et plus d'une fois. Quelqu'un qui était sorti de l'abîme et a réussi à dire l'horrible vérité, ou sa propre folie. Qui sait? Mais qu'il ne s'agisse que de papiers effrayants provenant du Darknet, d'un canular destiné à titiller les nerfs. Lorsque des secrets d'une telle ampleur mûrissent au sein d'une société, il est parfois plus facile de croire qu'il s'agit d'un conte de fées que de se rendre compte que le mal le plus monstrueux ne meurt pas nécessairement avec ses dirigeants. Parfois, il trouve un nouveau foyer, dans les profondeurs où personne n'était jamais allé, dans les couloirs glacés où la lumière du soleil ne vient jamais.
et peut-être que le terrible mystère du New Schwabenland attend le prochain fou qui s'aventurera trop loin.